Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici pour ma première vidéo, et peut-être aussi la dernière, sur un manga qui est cher à mon cœur, Bleach. Et plus précisément, le dernier arc, Quincy Blood War, qui s'étend du tome 55 au tome 74. Il est donc évident qu'il faut être à jour sur la totalité de cet arc si vous voulez être en mesure de tout comprendre, et ne pas vous faire spoiler. Et si malgré tout vous voulez continuer, c'est à vos risques et périls, vous êtes prévenus, après tout moi je m'en fous hein. Bref. La problématique qui va être abordée tout au long de la vidéo est tout simplement pourquoi le dernier arc de Bleach est-il si mauvais, que nous verrons au travers de plusieurs thèmes principaux qui se déclineront eux-mêmes en sous-parties. Ouais, en gros, on va prendre le dernier arc de Bleach et on va en faire des petits morceaux. Ah, ça va être une boucherie mon frère, t'imagines même pas. Enfin, pour les personnes qui le souhaitent, il y a un minuteur correspondant à chaque partie sous la vidéo. Je vous souhaite de passer un agréable moment à bord de Globule Senpai Airline. Allez Marcel, générique! Oh mais pourquoi Kubo t'a fait ça? Ah Bleach, est-ce que t'as pas honte de ta mère? Que t'as branlé dans ce putain d'arc de merde. À Seigneur tout honneur, il convient quand même de rappeler que le début de cet arc est tout simplement le meilleur, et ce, tout arc confondu. Vous me croyez pas? Vraiment? Bon, on va lister tout ça! La disparition de 28 000 personnes de l'Okongai, l'apparition de Ranka utilisant des pouvoirs de Quincy, l'idée de sceller les Bankei qui se révèlent la capacité de les voler, la mort du vice-capitaine Sasaki, la déclaration de guerre de la Soul Society du Vanden Reich, le Wekomondo son emprisonné avec Arabelle de Ratu. Sans oublier le début de la guerre, la Quincy World Sanding permettant de donner une puissance suffisante au Quincy pour combattre, l'absorption d'Aion, la mort de Kira dès la première seconde de combat, la relation Renji Byakuya, le vol des 4 Bankei, Kira Cooper dans son œil, la défaite de Kenpachi, le fait qu'Ichigo pendant plusieurs chapitres soit montré comme le alors qu'il finit par être bloqué dans une cage le rendant dans la capacité d'agir, la mort de Byakuya après avoir montré son affection à sa sœur, Genrosai qui arrive, la démonstration de puissance de son Bankei et qui finissent par se le faire voler, sa mort contre Ewok, le fait qu'Ichigo arrive enfin comme le sauveur de la Soul Society, la promesse faite à Byakuya qui est en train de mourir. Oh bordel! Plus jamais ça! Ah non, ça s'arrête là hein, concernant les points positifs au début. Après, ça se dégringole de plus en plus. Quand bien même il y a des trucs intéressants ici et là. Et c'est là qu'on va parler des premiers problèmes, notamment les problèmes scénaristiques. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le nombre de problèmes scénaristiques justement qu'il y a dans cet arc. Et ça a une tendance à le rendre indigeste, ce salopard. Et parmi ce qui le rend indigeste, il y a une ficelle scénaristique qui est quand même assez titanesque, tant elle est utilisée que j'ai moi-même baptisé le « depuis le début ». Et si je devais définir ce concept, ça se résumerait en « tu prends un perso, tu lui fais sortir un power-up de nulle part, en le justifiant par quelque chose ayant eu lieu dans le passé, ou un pouvoir qui a toujours été incomplet jusqu'à maintenant, ou encore qu'en réalité X personne n'était absolument pas ce qu'on croyait, enfin un truc du genre, tu vois le délire quoi. Tu veux des exemples? Boire, t'inquiète, Jean-Eudes et Jean-Claudette, j'ai ça dans ma besace. Par exemple, Renji dont on apprend que, depuis le début, son Bankai n'est pas son vrai Bankai, mais seulement une forme intermédiaire, car son Zenpakuto ne le reconnaissait qu'à moitié. Ce qui est complètement con, parce que ça signifie que quand Zabimaru a enseigné à Renji le Bankai pour battre Byakuya, il considérait soit que Renji pouvait gagner avec ce demi-Bankai, soit qu'il ne pouvait pas gagner, et dans ces cas-là, Zabimaru a juste envoyé Renji vers la mort, purement et simplement. Choisissez votre préféré, mais soit Zabimaru est un idiot complet, soit il a envoyé Renji se faire tuer. Bon. Idem avec Rukia, dont on apprend que depuis le début, les pouvoirs de son Shikai ne sont pas de faire de la glace avec l'extrémité de son Zenpakuto, mais en fait de faire chuter la température de la propriétaire, bien en dessous de 0, afin de congeler tout ce qui entre dans la portée de cette même propriétaire. Toujours sur les Zenpakuto, on a le cas Goldé de Nanao, qui, depuis le début, a en fait un Zenpakuto qui se transmet de génération en génération dans sa famille, et qui a pile poil le pouvoir pour contrer l'île Barreau. Oh là là, mais quelle chance tout ça, dites-moi. Oh là là, sacrée coïncidence, ouïouïou, ça sort absolument pas de nulle part. Et encore plus Goldé, le cas est de Yachiru Kusadishi. Alors là, une telle dose de merde, ça en devient de l'art. Puisque, depuis le début, cette Yachiru est en fait la matérialisation physique du Zenpakuto de Kenpachi, et a pour but de faire atteindre le Bankai à ce dernier. Donc, en un jour, le mec est passé du fait de ne pas connaître le nom de son Zenpakuto à « j'ai un Shikai et un Bankai » sans utiliser de technologie spécifique comme a pu le faire Urahara pour lui-même ou Ichigo. Et ce qui est absurde, c'est que Yachiru a elle-même un Zenpakuto.
Donc on a la représentation de l'âme de Kenpachi, qui a elle-même une représentation de l'âme lui permettant d'utiliser un Zenpacto. Bah écoute, va brosser tes grands morts. À un moment donné, parce que là c'est clairement du foutage de gueule. C'est quoi ça? D'où un Zenpacto qui puisse avoir un Zenpacto? Arrête de te foutre de notre gueule. Toujours dans ce sens, le cas du Bankai de Toshiro est quand même assez magistral. Car on apprend qu'en fait, depuis le début, quand toutes les fleurs disparaissent, son Bankai et lui-même atteignent le stade adulte, lui donnant un power-up de malade, évidemment. Alors qu'il disait quoi dans le même arc quelques tomes en arrière? Attends, bouge pas, j'ai la citation. Parmi tous les Zenpacto de capitaine, mon Yorimaru est probablement le seul avec un écart si faible de puissance entre le Shikai et le Bankai. La seule différence est simplement que la quantité de glace qu'il peut créer est extrêmement limitée. PTDR, bah on voit ça que c'est à peu près le même niveau de puissance, qu'il y a juste le niveau de glace qui change, bah oui. Voyons, prends-moi pour un débile. Et certains seraient tentés de me dire qu'on n'a jamais vu Tsugaya épuiser toutes ses fleurs. Ce à quoi je répondrais premièrement que c'est vrai que la supposition faite par Shaolang Tufang n'a jamais été confirmée par Itsugaya. Sauf que non seulement en faisant ça tu enlèves tout l'intérêt autour de la durée limitée de Daigoren Yorimaru, puisqu'au final il n'y a rien de plus pertinent pour lui que d'activer son Bankai le plus tôt possible, mais même en dehors de ça, même, tu vois, on dégage ça. La règle de Shaolang, est-ce qu'il y a de plus logique? Un Bankai est quelque chose d'épuisant sur le long terme. Ce qu'a inséré Kubo à ce moment-là au travers de Shaolang était une nouvelle règle concernant Daigoren Yorimaru. Règle qu'il a changée parce qu'il fallait bien faire plaisir aux fans de Toshiro. Et aussi parce que, bon, on va pas se mytho, tu regardes le petit Daigoren Yorimaru d'Itsugaya et le Bankai de Rukia, bah je suis désolé, mais le Bankai de glace de Rukia, quand elle aura appris à totalement le maîtriser, sera beaucoup plus puissant que Daigoren Yorimaru, rendant ridicule le fait de considérer Yorimaru comme le plus puissant Zenpacto de glace. Pour finir, toujours sur le depuis le début, il y a le cas du Zenpacto d'Ichigo, qui n'était pas le vieil homme en noir, mais au final c'était le holo blanc. Alors oui, il y a des arguments qui vont dans ce sens. Notamment les fois où il a été sauvé par le holo face à Ulquiorra ou face à Byakuya, et quelques maîtrises à propos du Zenpacto. Mais le problème avec ce genre de retournement de situation, c'est que tous les éléments doivent concorder avec ce qui est dit. Et à première vue, c'est pas le cas, pas du tout même. Par exemple, à un moment donné, Ichigo est sur son lit et il sent que le holo le dévore de plus en plus de l'intérieur. Ce qui est quand même assez bizarre pour quelqu'un qui est censé l'aider. Ensuite, la personne qui a appris à maîtriser le Getsuga Tensho en Shikai à Ichigo. Je parle pas du Bankai, mais je parle du Shikai. C'est pas le holo, mais c'est le vieux en noir là, pendant l'entraînement pour apprendre le Bankai. Idem, face à Yami, c'est le holo qui a bloqué Ichigo parce qu'il ne voulait pas échanger sa place. Et au final, il s'est passé quoi? Bah Ichigo s'est fait tabasser alors qu'il gérait très bien jusque-là. Ou alors tu parlais du fait de l'aider à se faire tabasser. Là je ne peux être que d'accord. Là oui, effectivement, grâce au holo, il s'est bien fait défoncer la gueule. C'était propre, rien à redire, bravo. Mais dans le cas contraire, Ichigo a été mis en danger dans son combat contre Yami à cause du holo. Donc ça n'est pas vrai que depuis tout ce temps, le holo aide Ichigo. Deuxième point rendant indigeste cet arc, c'est les non-exploitations scénaristiques. C'est-à-dire tout ce qui correspond au fait d'avoir inséré ultérieurement dans l'œuvre, que ce soit dans cet arc ou dans les arcs précédents, une information qui pouvait être développée, mais qui finalement, Kubo est arrivé en mode. Par exemple, le cas des potentiels de guerre. Comme nous l'apprend Askin, les 5 potentiels de guerre sont Ichigo, Ichibe, Kenpachi, Aizen et Urahara. Sauf que je suis désolé, mais Kenpachi, il craint un peu dans cet arc. Le seul combat qu'il gagne, c'est face à Kremi. Le reste du temps, il ne fait que perdre. Même avec son Bankai, il ne gagne pas contre Gérard Valkyrie. Face à Pernida, il se fait broyer le bras et est mis KO par Kurotsuchi, avant d'être soigné par lui-même. Tant qu'à faire, le mec il t'empoisonne et il te fait également le remède. Et il faut dire que dans cet arc, Kurotsuchi a été beaucoup plus mis en avant, que ce soit en prenant le contrôle des zombies de Giselle, le fait de désombifier Itsugaya et Matsumoto, un combat plutôt rude contre Pernida, il a également construit le canon servant à envoyer Ichigo et compagnie au palais, utilisé les zombies de Kensei Heroes pour vaincre Pepe-sama, et fait ressusciter plusieurs avant-cartes qu'il utilisera. Non mais le mec a tout fait dans cet arc en fait. Factuellement, il a eu beaucoup plus d'impact dans cet arc que Kenpachi. Ça peut certes s'expliquer par le fait que Tite Kubo, l'auteur, adore Kurotsuchi, mais sur le plan scénaristique, Kenpachi devait avoir des attentes et une utilité encore plus grande que ce dernier. Ce qui n'a pas été fait, et ce qui est problématique du point de vue de l'intrigue autour des 5 potentiels de guerre. La seconde non-exploitation scénaristique, c'est bien entendu la Division 0.
On te les tease en mode « Ouais, ils sont trop chauds frère, t'es pas prêt, ils niquent les 13 divisions à eux 5 seuls, c'est des ouf !» Et pourtant ils se font tous éclater. Alors qu'en plus on t'a giga hype en te disant « T'as vu le Bankai de Genryusai là, il y a quelques chapitres, bah à eux 5, ils te le défoncent. Mon cul !» À part Ichibei qui a eu un combat magistral contre Ewok, les autres se sont tous fait éclater. À part Ichibei, on ne voit pas leur Bankai, on ne les voit même pas combattre, wesh. Ils meurent tous en arrière-plan. Les Quincy n'ont même pas sorti leur vol standing. C'est arnaque. Surtout que dans le lot, t'as l'île Barreau que Kyoraku arrivait à gérer en Shikai avant qu'il n'active sa vol standing. Et t'as également Gérard Valkyrie qui, avant de devenir géant, se faisait défoncer par Renji en Shikai. Renji en Shikai. Mais va crever. Je suis désolé mais j'ai rien d'autre à dire. Tu me feras pas croire que Renji arrive à gérer seul, en Shikai, un gars qui n'arrive pas à gérer les membres de la division 0. Et ce, malgré son entraînement de quelques jours. Faut pas déconner à un moment donné. Merde quoi. Ça sert à quoi d'autant les tease si c'est pour les faire perdre comme des vieux randoms? À rien. Mais à rien. Donc arrête de faire de la merde, Kubo. Niveau non-exploitation, il y a aussi les Vizards et les Arrancar. Non, parce que regarde, d'un côté t'as les Vizards, c'est-à-dire des gars et des meufs qui, même sans utiliser leur Bankai, sont capables de combattre les Quincy grâce à leur holomorphose. Quincy qui sont en plus vulnérables à l'énergie spirituelle des holos, car ça représente un poison pour eux. Et résultat de quoi? Bah ils n'utiliseront pas leur holomorphose. Bah oui, évidemment. Alors, pour être tout à fait précis et honnête, les seuls qui l'utiliseront sont Lisa, Love, Hiyori contre Gérard. Ce qui a pour seule et unique conséquence qu'ils se fassent tous les 4 one-shots. Grosse utilité, hein. Genre le B à bas aurait été d'exploiter ça chez les Vizards en attendant que les Bankai reviennent. Mais même ça, Kubo l'a pas fait. Même ça, il le fait pas. Et ça vaut de même pour les Arrancar. Ils ne peuvent pas se faire voler leur Resurrection parce que c'est nocif pour les Quincy. Et au final, bah t'as rien. T'as bien Grimmjow qui vite fait a son utilité et encore, c'est via une attaque surprise dans le dos. Mais c'est tout. T'auras pas de développement à ce sujet qui aurait pu être intéressant, hein, et permettre un retournement de situation en faisant briller les Arrancar. Mais non, rien frère, rien. Pareil, on te tease les Fullbringers avec Ginjo, Tsukishima et Gibiko, en mode ils se sont entraînés et ils vont revenir beaucoup plus forts, ça va être ouf. Et tout ça pour en faire quoi? Rien. T'as vite fait Tsukishima qui va venir pour permettre de réparer le Bankai d'Ichigo, et c'est globalement tout, hein. Parce que Yukio et Revoka sont là pour du remplissage, et ils l'en font bien, hein. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les Fullbringers sont des humains qui, lorsqu'elles étaient encore dans le ventre de leur mère, ont été attaqués par un holo, leur donnant ainsi des pouvoirs. Il y a un truc à faire là-dedans. Surtout pour Ginjo, qui est un gars maîtrisant un Bankai holomorphosé de base. Mais non, Ginjo, dans cet arc, c'est un touriste. Il escorte Tsukishima et Ichigo pendant 2 secondes, et ils se barrent ensemble, ni vu ni connu. Eh bande de connards là, c'est pas comme s'il y avait la fin du monde, bougez votre cul! Bougez votre cul, allez aider Ichigo, je sais pas, faites un truc! Et c'est là que tu sens qu'en fait, Kubo a inséré trop de personnages pour trop peu de Quincy, et que ça tient pas quoi, qu'il y a un problème. Que t'es obligé au bout d'un moment d'en dégager certains d'une façon ou d'une autre parce que sinon ça va pas le faire. Tu sais très bien qu'en réalité sinon Ewok n'avait absolument aucune chance. Ensuite il y a Genryusai, on te montre son Bankai ultra OP polarisé en 4 pouvoirs, nord, sud, est, ouest. Quand tu vois chacun des pouvoirs, t'es en PLS tant c'est abusément puissant. Et là t'as Ewok qui lui vole son Bankai et le tue. Du coup te dis, ouah ça va être galère de vaincre Ewok, car s'il est en difficulté il va nous sortir le Zankanotachi. Sauf que non. Jamais il ne l'utilisera. Ce qui est complètement débile vu la puissance du Bankai. Hein. Et je veux pas souffler sur les braises, mais ça aurait pu être intéressant de faire briller la division 0, en montrant que même le Bankai de Genryusai n'est pas suffisant pour les arrêter. Mais bon, faut pas demander un scénario de qualité non plus. Hein. Bon, on va maintenant parler de Madarame Ikkaku. Le grand Madarame Ikkaku, le sublime Madarame Ikkaku, l'unique Madarame Ikkaku. Parce que c'est un personnage plutôt délaissé dans cet arc. Alors que c'est quand même un des Shinigami les plus proches d'Ichigo. Pourtant, il y avait matière à l'exploiter. Souvenez-vous, dans l'arc 44, Ikkaku perd contre Po car il ne voulait pas sortir son Bankai. Iba lui dira alors, je cite, « Alors, tu vas te servir de ta puissance, oui? Si tu veux t'entêter dans tes convictions, certain. Quand tu te bats, gagne, même si tu dois crever. C'est ça, rester fidèle à ses principes. » Cette phrase aurait pu être exploitée dans le dernier arc, avec le scénario hypothétique suivant que je vais vous présenter. Admettons, Grémy perd son combat contre Kenpachi. Là, à la place d'avoir toutes les meufs, t'as seulement Candice qui débarque et défonce Kenpachi à bout de force. Et là, au lieu de faire venir Ichigo,
tu fais venir Ikkaku, qui va se battre contre elle et devra jusqu'à devoir libérer son Bankai. À ce moment-là, il pourra le libérer, car le but d'Ikkaku est de mourir sous les ordres de Zaraki. Or, si Zaraki meurt, il ne pourra pas réaliser son rêve. Lui faire libérer son Bankai pour protéger Zaraki aura donc alors tout son sens, et fera en même temps écho à la phrase d'Ipa. Et en plus de ça, tu rajoutes de la profondeur au personnage d'Ikkaku, sans oublier que ça nous permettrait de voir à quel point la puissance du Bankai d'Ikkaku a diminué. Est-ce tant que ça, ou est-ce que ça va encore? Et une fois qu'Ikkaku a gagné à bout de force, t'as les autres meufs qui étaient bloquées par X Random, qui arrivent pour achever Ikkaku et Kenpachi, et pile à ce moment-là, t'as Ichigo qui arrive et qui leur sauve la mise. Et voilà, tu changes pas tant que ça l'histoire parce qu'au final c'est quand même Ichigo qui vient sauver Kenpachi. Voilà, bon voilà, c'était un scénario hypothétique que je viens de proposer. Ça ajouterait déjà plus de thématiques intéressantes à l'arc, sur le cas du sublime Ikkaku Madarame. Et je dis pas ça uniquement parce que c'est... Bon, c'est un perso qui est dans le cœur, tu vois. Ikkaku pour moi c'est le sang, mais... Enfin, il y a de ça, évidemment, que j'ai quand même envie qu'il soit mis en avant. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des trucs intéressants à développer. Sinon, niveau foutage de gueule, tant c'est pas exploité, t'as Ishin et Ryuken, les mecs qui arrivent comme ça au dernier arc, donnent une flèche à Ryu pour battre Ewok sans aucune difficulté, et ils se cassent. Ils se barrent les mecs. Ils viennent même pas avec lui, hein. Non, 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 non. Eux, ils sont là en mode, bon bah, bonne chance à toi, hein. Nous, on va aller se faire un petit café. Allez, salut. Alors qu'il y avait des trucs à raconter, parce que c'est bien à cause d'Ewok que leurs femmes respectives sont mortes. T'aurais pu développer la relation Ryuken et Ryu qui ne l'a jamais été. Idem avec Ishin, bordel! On sait qu'il maîtrise le Getsuga Tensho Ultime. Ça aurait peut-être été le moment pour nous expliquer dans quel but il l'a maîtrisé à l'époque, et ensuite l'utiliser pour protéger Ichigo et affaiblir Ewok. Et dans le même temps, développer tout un truc autour du fait que maintenant sa vie est sur Terre. Qu'importe qu'il ait des pouvoirs ou non, puisqu'il a déjà vécu plus de 20 ans sans, et que ce qui compte pour lui, c'est sa famille. Mais non! Il faut juste que ce soit des gros touristes, pas développés, bordel de merde, Kubo, fais un effort quoi! Pareil, niveau j'exploite pas un perso, y a Uryu. On nous fait tout un pataquès sur le fait qu'il ait rejoint Ewok, alors qu'il est évident que ce n'était rien d'autre que du flanc, puisque dès les premiers tomes de Bleach, Ryu explique à Ichigo que les Shinigami avaient eu raison à l'époque de tuer les Quincy, et que la seule raison qui faisait qu'il en voulait encore aux Shinigami était tout simplement le fait que les Shinigami n'ont pas aidé son grand-père lorsqu'il était attaqué par des holos. Sauf qu'au final, on apprend que la personne responsable du fait que les Shinigami n'étaient pas venus et qui a en plus fait des expériences sur le grand-père de Ryu n'était rien d'autre que Kurotoshi. Et en le battant à l'époque, Ryu avait enterré sa hache de guerre. La preuve étant la façon dont il adressa la parole à Kurotoshi contre Zayel. En plus de ça, tout le délire autour du fait que son pouvoir puisse contrer les capacités d'Ewok n'est absolument pas exploité, puisqu'on préfère lui faire tirer une flèche qui annule les pouvoirs. C'est sûr que c'est tellement plus intéressant du point de vue de l'intrigue et des combats. Tirer une flèche, quel acte incroyable, j'en ai des frissons. Brrr, c'est tellement rare de voir Ryu tirer des flèches en plus. Oh là là, merci Kubo pour cette idée. Toujours sur les non-exploitations scénaristiques, dans ce dernier arc, Ichigo devient la caricature du héros qui a tout pour lui. Il a des pouvoirs de Shinigami, de Holo, ainsi que de Quincy. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais rien demandé. Le mec a la chance d'être né en tant que plus gros concept de l'univers. Avec une shot pareille, faut qu'il se dépêche d'aller jouer au loto, le bougre. Avec tout ça, tu te dis, ouais, bon, ok, c'est vrai que Shinigami, Holo et Quincy, ça a abusé un petit peu. Mais bon, au moins, il va utiliser les différents pouvoirs. Mais même pas. Il y a une seule fois où il combine des capacités, c'est pour faire un Getsuga Tensho fusionné avec un Grand Raicelo. Mais c'est tout. Pas une seule fois on le reverra utiliser des techniques comme le Blood Vein, comme lors de son premier combat contre Ewok. Ou même utiliser des flèches Quincy ou autre. Non, que dalle frère. Même quand t'as toutes les cartes en main pour combiner différents styles de combat, t'exploites rien Kubo. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Pareil, le gars balance son nouveau Bankai. Et Ewok le casse en deux immédiatement. Alors, sur le plan de la logique, je peux rien dire. À sa place, franchement, j'aurais fait la même. Hein. Sauf que sur le plan de comment on raconte une histoire, bah, c'est pas ouf. Parce qu'on n'a jamais eu de démonstration de son nouveau Bankai. Si il avait encore affronté une personne surpuissante avant, on aurait pu mesurer l'avant-après. Ou si Ewok l'avait laissé un moment l'utiliser jusqu'à ce qu'il voit que ça devienne trop dangereux pour lui et qu'il finisse par le briser. Là, ok. Mais pour le coup, on n'a aucun référentiel de puissance. Et même quand son Bankai finit par être réparé, c'est un Ichigo qui est complètement épuisé physiquement, qui ne nous permet pas de juger de ses pleines capacités. J'en profite pour glisser que c'était bien la peine de nous expliquer qu'un Bankai brisé ne peut jamais être réparé, sauf si c'est fait par Oitsu, si au final, Orihime peut faire la même.
et que donc tout le scénario consistant à emmener Ichigo au palais du roi spirituel afin de lui justifier un power-up ne tient qu'à cause du fait qu'Orihime, à ce moment-là, était au Wekumondo. Comment créer des nouvelles règles autour des Bankai et au final se torcher le cul avec? Pour finir, concernant les non-exploitations scénaristiques, je devais évidemment parler d'Ukitake. Alors là, c'est simple. Le mec avait dans son corps la main droite du roi spirituel, du coup, quand ce même roi spirituel est mort, cette même main devait le remplacer pour maintenir l'équilibre du monde, pour qu'il ne soit pas détruit, puisqu'on nous explique que jusqu'alors, c'était le roi spirituel qui maintenait l'équilibre entre les différents mondes. Sauf que Ewok finit par absorber la main du roi spirituel, résultante de quoi Ukitake meurt, et Ewok a absorbé encore plus de puissance que si la main n'avait pas pris sa place. J'ai rien à dire de plus. Merci de ton intervention, Ukitake. Reste mort. Des interventions comme ça, on s'en passera. Si ta seule fonction c'est de mourir pour filer un power-up aux méchants, mais dégage! Et dire qu'on te fait tout un truc autour du fait que c'est un mec avec un Zenpacto jumeau qui est ressorti de l'école des Shinigami en tant que capitaine comme Kyoraku, que c'est un excellent duo, etc. Mais au final, il est jamais développé. Soit on le voit jamais combattre, soit il se fait one-shot, soit il meurt de la pire façon qui soit. À un moment donné, c'est fatigant. Autre chose qui est problématique, c'est qu'il y a pas mal de points dans le manga qui, si on veut avoir toutes les informations, faut lire le roman Bleach cannot fear your own world, qui est la suite de Bleach. Par exemple, on sait que dans le manga, Isagi a atteint le Bankai suite à son entraînement contre Mashiro, mais qu'il ne l'utilisera pas. Kensei sera d'ailleurs déçu que Isagi perde face à Masque de Masculine sans le sortir. Et on aura reconfirmation à la fin du manga qu'il l'a atteint. Pourtant, si tu veux connaître les capacités de son Bankai, sa forme et tout le tralala, faut lire le roman, car il l'utilise dedans. On a même un dessin d'ailleurs qui montre à quoi il ressemble. Mais tu vois, au final, Isagi, ça reste un personnage random. Par contre, Ewok, là il y a des choses à dire dessus. Parce que dans le manga, à un moment donné, Ewok désigne le roi spirituel comme son père. Sauf qu'ayant déjà parlé d'Ichigo comme étant son fils, alors qu'en fait c'est juste qu'Ichigo a du sang Quincy en lui, on pouvait se demander si le terme de père était à prendre au premier degré ou pas. Et dans le roman, on a la réponse, c'est oui. Du coup, il aurait peut-être fallu développer tout ça dans le manga. Genre un flashback montrant Ewok avec une opinion radicalement différente de celle du roi spirituel à cause de son vécu. Mais non, que dalle. Même la relation entre le frère d'Orihime et Orihime est plus développée en quelques pages. Non mais sérieux quoi. Ewok c'est censé être le méchant final. Le roi spirituel c'est censé être quelqu'un d'important dans l'univers de Bleach. Donc pourquoi il n'y a pas ces développements-là? D'ailleurs, toujours dans le manga, on t'explique que le roi spirituel est celui qui maintient l'équilibre du monde. Qu'en mourant, il serait rompu. Ewok ayant absorbé le roi spirituel, il finit par devenir le nouvel équilibre du monde. Ce qui est intéressant puisque ça veut dire qu'Ichigo va devoir combattre un gars qu'il ne peut pas tuer. Sauf qu'à la fin, Ichigo semble bel et bien tuer Ewok. Et pourtant, l'équilibre du monde n'est pas rompu. Pourquoi est-ce le cas? Mystère, hein. Hein? Ah, t'as cru que je te dirais la réponse? Ah, mais t'as craqué. Attends, je fais comme le manga, hein. J'aborde des points et je les termine pas. Tu vois à quel point c'est frustrant, hein? Tu vois à quel point c'est frustrant? Mais en vrai de vrai, si tu veux la réponse, en 2 clics, tu l'as sur le site de Bleachmix, hein. Mais je vais pas te la donner quand même, hein. Non, bref pas. Hein. Toujours dans les mêmes registres, saviez-vous qu'Ichigo aurait pu devenir le nouveau roi spirituel? Ouais, ça claque, hein. C'était l'objectif d'Ichibé, puisqu'il pensait qu'Ichigo serait incapable de battre Ewok. Il comptait du coup en faire le nouvel équilibre du monde. Dans cet objectif, Ichibé aurait dû arracher les bras d'Ichigo et tout le tralala. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Kyoraku donne à Keigo, Mizuhiro et Tatsuki des tickets pour venir voir Ichigo, si jamais il deviendrait trop puissant. C'est con de ne pas en avoir parlé, parce que non seulement ça t'explique pourquoi t'as les mains du roi spirituel qui traînent un peu partout, mais en plus ça développe ce qui était l'intérêt premier des tickets. Et le fait que toutes ces informations ne soient pas présentes dans le manga, mais uniquement dans le roman, retire au moins partiellement au manga sa qualité d'œuvre à part entière. Puisque pour des éléments importants qui la composent, nous n'avons les réponses que dans les produits dérivés désignés comme la suite. Un produit dérivé peut posséder des informations sur le fonctionnement de la Soul Society comme bonus par exemple. Mais un produit dérivé ne doit pas remplacer l'œuvre originale sur des points capitaux de cette dernière. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec le roman. Et c'est la raison pour laquelle Bleach a perdu une partie de sa qualité d'œuvre artistique. Bon, avant d'aller plus loin, je dois être totalement honnête avec vous. Peut-être qu'un certain nombre le sait déjà, mais Tite Kubo a chopé une maladie durant l'écriture de ce dernier arc, ce qui l'a obligé à le raccourcir, quand bien même il a réussi, selon lui, à aller jusqu'au bout.
C'est une des raisons qui justifie la faillite de cet arc. Certains considéreront que c'est suffisant pour pardonner, d'autres non. Personnellement, j'appartiens à la catégorie du « c'est pas mon problème ». En réalité, je ne jette pas directement la pierre sur Kubo, et je n'aurais pas non plus l'obscénité de dire qu'il aurait dû se faire soigner avant de reprendre, car au final je ne connais pas son état de santé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que savoir qu'il était malade permet d'expliquer en partie pourquoi l'arc n'est pas bon. Mais son état de santé n'est pas quelque chose qui transforme les défauts de cet arc en qualité, hein. Un défaut reste un défaut, hein. Qu'il ait été malade, je compatis, mais ça n'est pas ce qui va m'empêcher de critiquer les choix qui ont été faits. De toute façon, vous avez pu vous en rendre compte que jusqu'à maintenant, je tire à balles réelles. Passons à la seconde partie de cette vidéo où nous allons discuter de ce que je qualifie de combat de merde. Je pense ne pas avoir besoin de préciser ma pensée pour ce coup-ci. C'est suffisamment explicite. Allez, c'est parti le zigouigoui. Parmi ce qui revient souvent dans le dernier arc, c'est tout ce qui tourne autour du fait d'être mort, mais vivant mais mort, ou de ressusciter. Autant une fois, ou deux, ça a son lot d'originalité, mais là il y en a quand même beaucoup. Tu me crois pas? Bah allez, on va les compter. Dans la catégorie zombie type mort-vivant, nous avons Rose et Kensei. Dans la catégorie zombie type mort-vivant mais vivant, nous avons Itsuga, Toshiro et Rangiku, qui ont été zombifiés en étant toujours vivants. Dans la catégorie je ne vis plus mais je suis vivant, nous avons Komamura qui n'a plus de cœur et qui se décrit lui-même comme une armure vide, ainsi qu'Eruka qui se décrit également comme étant mort grâce à la véritable capacité de son Shikai. Dans la catégorie je ressuscite mais je suis contrôlé, nous avons les 44 et Kurotochi a ressuscité. Dans la catégorie j'étais mort vivant mais vivant qui est redevenu vivant, nous avons Itsuga, Toshiro et Rangiku. Dans la catégorie je ressuscite grâce au pouvoir du Woke, nous avons Lil, Pernida, Gérard et Askin, félicitations à eux. Dans la catégorie je ressuscite tout ce que je tue, nous avons Genryusai. Dans la catégorie même quand on me tranche la tête je survis, nous avons deux gagnants, Lil Barou et Gérard Valkyrie. Je pense que c'est un exploit, on peut se permettre de les applaudir. Congratulations! 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 Et enfin, le clou du spectacle, mesdames et messieurs, dans la catégorie je suis mort transpercé dans la poitrine mais avec 3 bâtons dans le corps, ça passe, nous avons Kira. Je pense qu'on peut arrêter de faire la voix de clown ici. Si on compte tous ces cas-là, on est quand même à 20 fois où t'as tout un délire autour d'être mort ou vivant ou ressuscité ou plusieurs trucs à la fois. Enfin, ça devient lourd, quoi. Et surtout qu'à cause de ça, y a certains personnages qui passent à la trappe niveau développement. Parce qu'au lieu de tout le temps faire revenir ces personnages et compagnie, c'était l'occasion d'en sortir d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as une bonne idée, tu l'exploites une fois, 2 fois maximum, mais tu le fais pas 20 fois. Et pas pendant le même arc. Faut arrêter de déconner à un moment donné. Incroyable d'être nul comme ça, oh là. Toujours dans les combats de merde, t'as Rose qui a la défaite la plus nulle à chier qui existe. Pour se remettre dans le contexte, t'as Kensei qui se fait battre par masque de masculine. Rose prend le relais en activant son Bankai, et il réussit les 2 premières étapes de ce dernier. Puis ce con, oh mais quel con! Il dit que son pouvoir fonctionne via les illusions sonores. Conséquence de quoi? Bah masque de masculine va se détruire les tympans. Du coup, masque de masculine va en profiter pour one-shot Rose. Putain, mais matez-moi cette gueule de teubé, en mode « Ah, j'ai perdu !» Bah oui, connard, t'as perdu. Si t'avais fermé ta gueule, t'aurais gagné. You imbecile, you bloated idiot! Voilà, ça c'était pour ta gueule Rose, maintenant on va parler du grand Grémy, le gars qui a le pouvoir de l'imagination. Alors on va être cash, si Kubo avait vraiment utilisé les capacités de Grémy, Kenpachi n'avait aucune chance. Non, parce que si à la place de faire apparaître des armes à feu contre Kenpachi, ou de la lave, ou encore l'enfermer dans de l'eau, ou soyons fous, utiliser des espèces de blocs de pierre pour le combattre, il avait, comme pour Yachiru, transformé les os de Kenpachi en biscuits, c'était terminé. Je vais te transformer en biscuit! Tous les os de Kenpachi se seraient brisés au moindre mouvement, et Grémy aurait juste eu à l'achever. Mais à la place de ça, Grémy perd parce qu'il avait des limites à son imagination. Trouvez-moi plus éclaté et prévisible comme façon de perdre, à part le cas de Rose. Surtout que le gars se tue lui-même en voulant recréer le corps de Kenpachi. Mais quel bolos! C'est même pas Kenpachi qui l'achève, et ça s'est prétendu être le plus fort Stenwriter. Mais mec, t'as des années-lumière de Gérard Valkyrie, reste à ta place! De manière générale, les personnages avec un pouvoir trop puissant sont bien souvent un frein à l'intrigue.
et souvent leur défaite est capillotractée. Et c'est encore le cas ici. Le pouvoir de l'imagination est beaucoup trop puissant pour ne pas le nerf en scred. Sauf que ça se voit à des kilomètres pour quiconque a un peu de jugeote. On va continuer sur notre lancée en parlant du combat de Kenpachi contre Gérard. Combat qui n'a pas de sens en réalité, parce qu'on te présente Gérard et Kenpachi comme des personnages ayant des personnalités similaires. Du coup, tu t'attends à ce que ce soit un combat uniquement entre eux deux. Surtout que Gérard arrive à blesser Kenpachi. Kenpachi finit même par avoir un Bankai, quand bien même ce soit de la pire façon possible. Et avec ce dernier, il arrivera à couper hyper facilement en deux Gérard, et Gérard malgré tout finira par revenir à la vie. Du coup, là tu te dis, ok, les deux vont être au même niveau de puissance, ça va être un combat de puissance brute mais jusqu'au bout quoi. Sauf que là, t'as Kenpachi qui s'arrache le bras sans faire exprès car il y a trop de force dedans par rapport à la résistance de son bras. Et il perd. Pour qu'au final, tu aies Hitsugaya et Byakuya qui prennent la relève et n'arrivent toujours pas à le battre. Et pour qu'au final, que Gérard meure uniquement à cause du fait qu'Iwok absorbe ses pouvoirs. Mais c'est 3 fois trop long pour rien. Tu donnes un Bankai à Kenpachi, utilise-le jusqu'au bout pour au moins faire un gros combat où Kenpachi gagne sur le fil. C'est sûr que c'est tellement mieux de passer son temps à créer des power-ups dans tous les sens, sans qu'il n'y ait d'intérêt sur le plan narratif, car au final, Gérard se fait tuer par Iwok lui-même. Quand t'insères de nouveaux éléments, certain, ne fais pas ce que tu fais là. Sinon, niveau « je meurs en me faisant absorber mes pouvoirs », tu es également Dugram, qui connaît le même destin. Mais v'là l'utilité des combats. Surtout que pour Dugram, non seulement on n'a quasiment rien vu du combat contre Uryu, ce qui est déjà une absurdité en soi, étant donné que c'est un combat où on aurait pu avoir une opposition entre De Quincy et a fortiori l'héritier d'Ewok contre le bras droit, mais non, on skip tout ça. Et quand il y a du combat, c'est juste pour faire vieux. Ah ah, je te renvoie les dégâts que tu m'as fait subir. Non, c'est moi qui te renvoie les dégâts, et tu en prends encore plus dans la face, et bim. Mais v'là le gros combat d'abruti quoi. Toujours pour faire la transition niveau combat d'idiot, t'as Kyoraku contre l'île Barreau. Parce qu'au début, le combat est cool, tu vois. On te montre un Kyoraku au top maîtrisant l'île Barreau avec son Shikai et tout le tralala. Puis t'as un retournement de situation où Kyoraku est dans le caca à cause de la vol standing de Barreau. Puis Kyoraku finit aussi par activer son Bankai et a pour finalité de faire exploser le haut du corps de l'île Barreau, avant de lui-même tomber d'épuisement, finissant par nous montrer une relation de personnage entre lui et son Zenpakuto. Je te dis que c'est parfait. Mais non, toujours plus. Parce que l'île va avoir une tête de piaf qui va pousser pour remplacer son ancienne tête. Que tu vas avoir tout un truc autour de Nanao et son Zenpakuto qui se retrouve au final juste à avoir un pouvoir de renvoi à la Ukitake. Ce qui me laisse d'autant plus perplexe concernant sa mort. Et même avec ce pouvoir, l'île ne meurt toujours pas. Et se fait achever par un Kira avec 3 bâtons dans le corps. Pourquoi Kyoraku était le nouveau capitaine commandant de la Soul Society. Le faire gagner un combat de peu contre un des meilleurs Quincy n'est pas absurde en soi. Donc pourquoi sans cesse réenchérir? Ça apporte quoi si ce n'est des combats chiants et longs pour rien? On ne pouvait pas finir cette partie sur les combats de merde sans parler des bis repetita, évidemment. Top, si je vous dis un combat entre Byakuya et un homme noir, ayant la capacité de contrôler les gens en les touchant via son pouvoir, et ce même à distance. Vous me répondez, Zomar et Loro. Perdu. S'il s'agissait de Pépé. Sauf qu'à la place de finir tué par Byakuya, il se fait bouffer par une de ses compagnons. C'est quoi cette fin? Mais bref, parce que je suis joueur, je vous laisse une seconde chance de trouver de qui je parle. Top, si je vous dis un personnage qui perd son combat à cause des substances se trouvant dans le corps de Nemo, vous me dites. C'est la mer Noire. Mais non, pas Zegala pour Gantz. C'était Pernida, voyons. Vous êtes mauvais, hein. Mais vraiment. À noter que c'est quand même au même moment que Kurotuchi aura une hallucination concernant Zayalapuro. Après, même si le power-up de Nemo est débile, il y a quand même une relation intéressante qui est développée concernant elle et Kurotuchi. Sauf que c'est difficile de totalement l'avaler, quand jusqu'à maintenant, on a toujours eu un Kurotuchi qui s'en fichait de voir Nemo souffrir, voire même il y contribuait. On pourrait donc se questionner sur la cohérence de leur relation telle qu'elle est abordée ici. Ah bah tiens, en parlant d'incohérence, c'est le moment d'aborder le sujet. Ah, qu'est-ce que je suis doué pour faire des transitions. Je suis vraiment doué, bordel. Ah, je m'aime tellement. Alors, j'ai appelé cette partie incohérence, qui fait qu'on va évidemment parler en partie de ça. Mais pas seulement, puisqu'on va aussi parler des choses qui posent problème scénaristiquement parlant et qui ne sont pas forcément des incohérences. Attends, je te montre.
Dans l'avant-dernier tome, Byakuya utilise Senkei Senbonzakura Kageyoshi, Ugi et Kasenjinka, qui est une technique de Senkei Senbonzakura Kageyoshi où toutes les lames foncent sur l'ennemi, et c'est un gros problème. Dans l'absolu, il n'est pas illogique que les épées puissent faire ça. Après tout, on a bien vu Byakuya rassembler des pétales en épée qui ont transpercé Renji à l'époque. Sauf qu'on peut se demander pourquoi il ne l'a pas fait cette technique de Senkei Senbonzakura Kageyoshi contre Ichigo à l'époque. Parce qu'il aurait forcément gagné en l'utilisant et pose donc un problème dans les enjeux du combat d'Ichigo pour sauver Rukia. Parce qu'à l'époque, Byakuya, bien qu'aimant sa sœur, il avait juré de ne plus jamais déroger aux règles après avoir adopté Rukia dans sa famille, sous la demande de Kisana, la femme de Byakuya, lorsqu'elle était sur son lit de mort. Le combat qui a alors lieu, c'est celui d'un Byakuya s'étant résolu à suivre les règles contre un Ichigo qui compte briser ces mêmes règles. Et comme dans tout Neketsu, un combat est avant tout un lieu d'un affrontement idéologique. Et c'était encore le cas jusqu'à maintenant, puisque Byakuya, ayant perdu contre Ichigo, finira par sauver Rukia de Gin et s'excusera auprès d'elle de ne pas l'avoir sauvé plus tôt. Sauf qu'en n'utilisant pas cette technique face à Ichigo, Byakuya a déjà perdu sur le plan idéologique, puisqu'il laisse une chance à Ichigo de gagner, en enlevant ainsi toute une partie de l'enjeu qui va avec. Alors j'en vois déjà certains me sortir « Oui, mais à l'époque, il ne possédait pas cette technique. » Attends, c'est rien! Moi non plus d'ailleurs! Ce que tu établis ici, c'est ce qu'on appelle une hypothèse, pour garder une cohérence dans le récit. Mais à aucun moment, il dit qu'il a appris cette technique récemment. Donc jusqu'à preuve du contraire, il la maîtrisait déjà avant. Enfin, si tu en viens à devoir inventer des justifications scénaristiques, c'est qu'à la base, il y a un problème dans la narration du récit, hein. Et c'est le cas ici. Quitte à continuer sur les Zenpakto, enchaînons avec un rival de Byakuya, j'ai nommé Kenpachi, ou plus précisément parlons de Yachiru, parce qu'il y a aussi des choses à dire, hein. Dans le tome 59 de Bleach, on a Uetsu, le créateur des Zenpakto, qui dit, en parlant du fait que Ichigo et Renji n'aient pas compris que les femmes dans le palais étaient en réalité des Zenpakto, yo, vous êtes des Shinigami et vous n'arrivez même pas à faire la différence entre vos collègues et des Zenpakto, yo, vous en êtes peut-être incapables parce que vous êtes des pourris qui ont trop bousillé leur sabre, yo. Ok, bon, il parle pas vraiment comme ça, mais bon, t'as compris l'idée. Ce qui laisse donc supposer qu'un Shinigami est normalement capable de faire la différence entre un autre Shinigami et un Zenpakto. Pourtant, personne n'a jamais remarqué que Yachiru était un Zenpakto. Alors je veux bien que pour les clampins normaux, ils s'en sont jamais aperçus, mais tu ne vas pas me faire croire qu'un gars comme Yamamoto n'a jamais été capable de faire la différence entre les deux. Ça serait du foutage de gueule, donc ça a tout à fait sa place comme étant une incohérence. Pour continuer sur les Zenpakto, on va parler de Kyoka Suigetsu. Comment se fait-il qu'Aizen, dans le dernier arc, est de nouveau Kyoka Suigetsu, alors que dans le tome 48, son Zenpakto finit par disparaître car le Hogyoku juge qu'il n'en a plus besoin. Et là d'un coup, il l'a à nouveau. Sans que ça ne pose la moindre interrogation, ça passe comme une lettre à la poste. Encore pire, quand est-ce que Ewok a vu la libération de Kyoka Suigetsu? Ça ne peut pas être dans la prison puisqu'Aizen avait les pieds et poings liés. Ça ne peut pas être non plus lors de la guerre précédente, quand Ewok a perdu face à Yamamoto il y a 1000 ans, car Aizen n'était pas encore né. Et enfin, ça semble difficile d'avaler le fait que lors du combat final, Ewok s'est laissé entrer sous hypnose comme ça sans rien dire. Surtout qu'il sait le fonctionnement de son Zenpakto et son activation. Donc c'est quand même compliqué de nous justifier ça comme ça. D'autant quand on sait que dans l'arc 40K, Unohana va expliquer à Ichigo comment fonctionne la libération de Kyoka Suigetsu, pour éviter qu'il ne tombe sous hypnose. Et pourtant, si on suit ce que dit Aizen, il semble bel et bien que ce soit lors de l'affrontement final que Ewok ait vu la libération de Kyoka Suigetsu. Genre, t'as Ewok, il s'est dit « Ouais, tranquille, Aizen est super fort, en plus il a un Zenpakto dangereux, et si je me laissais hypnotiser ?» Dans le cas présent, c'est un problème au niveau de la narration, ayant pour seul but de faciliter le combat. Et ça pue du cul, ça pue même sacrément du cul. D'autant que le fait que Aizen ait de nouveau son Zenpakto, ça rentre quand même sacrément en contradiction avec le tome 48, donc on pourrait se poser la question de l'incohérence du récit. Toujours lors de la bataille finale, on va reparler un peu d'Ichigo, le héros, hein, puisqu'à un moment donné, il se fait absorber ses pouvoirs de Quincy et de Holo par Ewok. Autant le fait qu'il absorbe ses pouvoirs de Quincy, c'est cohérent, mais je croyais que les Quincy étaient incapables de supporter la pression spirituelle d'un Holo, et que c'était la raison qui les poussait à les tuer. Parce qu'Ichigo, il est né avec les deux pouvoirs, donc on peut accepter qu'il puisse avoir les deux en lui sans problème. Mais ça n'est absolument pas le cas d'Ewok. Nope Coco. On me la fait pas, il y a un problème. Second point, pourquoi le Zenpakto d'Ichigo est resté en Bankai après absorption des pouvoirs? Ce qui compose Zangetsu et Tensa Zangetsu, depuis qu'il a été reforgé, sont les pouvoirs de Holo et de Quincy. Donc en les perdant, techniquement son Zenpakto ne devrait-il pas devenir un simple Asaochi, sans nom, et donc reprendre la forme d'un simple sabre? Je me pose la question,
Certes, après Tsukishima va créer un passé dans lequel son Bankai n'a pas été brisé. On peut en conclure que du coup, les pouvoirs de Holo et de Quincy sont revenus alors dans le Zanpakuto. Mais dans l'entre-deux, pourquoi il n'est pas redevenu un simple sabre? Alors je sais que c'est de l'ordre de pinaillement, mais il faut pinailler. J'ai peut-être pas compris ce passage, mais pour moi en tout cas c'est ce que je n'ai retiré. S'il y a d'autres explications, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Explications si possible officielles, hein. Commencez pas à me sortir tout et n'importe quoi pour me justifier le fait qu'Ichigo ait encore son Bankai. Pour continuer sur les absorptions de pouvoir, parlons de Quilch. À un moment donné, Quilch absorbe Aion, sans que ça ne lui pose de problème. Alors sur le moment, c'est stylé. Mais quand t'apprends plusieurs dizaines de chapitres plus tard que normalement les pouvoirs de Holo sont toxiques pour Quincy, et que le gars reste en vie, là d'un coup... Ah, tu sens, ça pue le foutage de gueule. Certes, Aion, contrairement au Holo ou aux Arrancar, n'a pas de trou dans sa poitrine, mais il est créé à partir de 3 bras qui sont tous issus d'une Resurrection dont l'énergie spirituelle est similaire à celle d'un Holo. Donc logiquement, Aion a une énergie spirituelle semblable à celle d'un Holo. D'autant qu'il en a tous les autres attributs physiques, dont le masque et le fait qu'il puisse tirer des cellos avec ses yeux, sans oublier la régénération. Et ce n'est pas une capacité spécifique de Quilch, puisqu'il s'agit d'un pouvoir basique de Quincy. Ce faisant, on peut donc en conclure que oui, c'est une incohérence. Toujours sur les Stanwriter, il y a le cas de Grimmy, qui nous explique que s'il mourait, la météorite qu'il a créée ne disparaîtrait pas, car elle fait maintenant partie de la réalité. Et que donc c'est le cas pour toutes ces imaginations qui deviennent réalité. Et pourtant, que ne voit-on pas? À la fin du combat contre Kenpachi, l'arène que Grimmy avait créée se détruit. Soit c'est la coïncidence du siècle en mode « Oh, pile poil quand je meurs, ma construction se détruit comme par hasard !» Ou alors c'est une incohérence car Kubo n'a pas relu ce qu'il avait écrit 2 chapitres plus tôt. À vous de choisir. Moi j'ai choisi déjà, mais je veux pas vous influencer. Toujours sur les Stanwriter, quelqu'un peut nous dire quelle est la lettre de Jazz Domino. Parce que c'est un Stanwriter et il meurt avant qu'on puisse le savoir. Et toutes les lettres sont déjà prises. Est-ce qu'il partage une lettre avec un autre Stanwriter, comme c'est le cas pour Oryo avec Ewok, et dans ces cas-là, pourquoi? Ou bien est-ce encore un énième défaut à l'œuvre? Vu qu'on n'a pas de réponse concernant le premier cas, moi j'ai bien ma petite idée. Pour finir sur les incohérences, on va parler de Yumichika. En duo avec Ikkaku, à un moment donné, celui-ci utilise le Kido, et Ikkaku trouve ça normal. Genre, la 11e division nous a toujours été montrée comme opposée au Kido, au point que Yumichika cache son Zanpakuto de type Kido, mais là d'un coup ça va, tranquille. Alors qu'on ne l'a jamais vu auparavant en utiliser, hein. En soi, ça aurait mérité un minimum de développement, hein, en nous expliquant qu'Ikkaku et le capitaine s'en fichent ou une connerie dans le genre. Parce que là, ça sort vraiment comme le lapin sort du chapeau, quoi. Voilà, nous arrivons enfin à la conclusion. Bravo déjà d'être arrivé jusque-là, hein. Ce qu'il faut donc retenir dans mon argumentaire, c'est que l'arc Bleach est mauvais à cause de plusieurs éléments. Les power-ups dans tous les sens sans queue ni tête, le fait d'avoir beaucoup d'éléments scénaristiques en suspens, les combats rallongent, l'utilisation continuelle des mêmes travers, ainsi qu'un certain nombre d'incohérences ou de problèmes scénaristiques. Voilà pourquoi je considère que cet arc est mauvais. Et malheureusement, Bleach a un autre inconvénient par rapport à beaucoup de mangas Neketsu. C'est qu'Ichigo n'a pas d'objectif particulier qui aurait pu nous permettre un investissement pour le personnage. Il ne souhaite pas devenir le personnage le plus puissant, le chef d'un village ou je ne sais quoi d'autre. La seule chose qui relie Ichigo au travers de l'œuvre n'est rien d'autre que sa génétique. Ce faisant, même quand j'arrive à la fin, je n'ai pas la sensation d'avoir un accomplissement de la part du héros. On critique beaucoup Naruto qui a une guerre ninja qui est assez merdique également, mais au moins, le héros, à la fin, il atteint son objectif. Chose qu'on n'a pas ici. Bon, fini de faire l'idiot. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à une époque, Bleach fut mon manga préféré. Et que ce dernier arc, en plus de l'arc Fullbringer, m'a totalement détourné de Bleach au point de presque l'avoir haï. Ça fait des années que je voulais vraiment en parler, et je fais cette vidéo dans cette vision certes purement égoïste, mais parce que j'en avais besoin pour passer totalement à autre chose. Du coup, c'est chose faite. Quand bien même j'ai pas pu tout aborder tant il y avait de choses à dire, mais je vais enfin pouvoir tourner le dos une bonne fois pour toutes à Bleach, et lui dire adieu, afin de pouvoir continuer d'avancer vers d'autres œuvres. Ma vidéo n'a pas pour but de vous dire que vous ne devez pas aimer Bleach, ou trouver que le dernier arc c'est de la merde. Je n'ai fait que donner mon avis en argumentant sur le sujet de pourquoi le dernier arc de Bleach est si mauvais. Et ça, c'est selon mon opinion. Vous pouvez avoir une toute autre vision, mais au moins essayez de comprendre pourquoi vous aimez cet arc. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Si ma vidéo a permis à certaines personnes de créer une réflexion sur le sujet, alors j'en serai satisfait. Bref, si t'as kiffé, mets un pouce en l'air, abonne-toi, partage, mets un commentaire, suis-moi sur Twitter, blablabla. Et si t'as pas kiffé, bah,
Qu'est-ce que tu fous encore là? Dégage! Allez, salut les gens et adieu Bleach.